Eh bien, bonjour à tous, je suis l'Omniscient et bienvenue dans ce nouveau TZID. Aujourd'hui, on va parler de Andrew Onegadia. C'est un TZID un peu spécial parce que les tout premiers TZID que j'avais fait, c'était des TZID sur les épisodes d'Andrew Onegadia à l'époque où le format était encore un format qui était censé être épisodique. Bon, aujourd'hui, ça a bien changé, mais voilà. Et effectivement, j'en avais posté un premier que j'avais enlevé tellement j'en avais honte, puis deux autres que j'ai laissés sur la chaîne, mais qui sont je pense pas super. Et puis voilà, je m'étais rendu compte à force que un épisode c'était trop peu pour en faire toute une vidéo. Mais le format série donc s'est imposé et aujourd'hui on en est là. Donc voilà, c'est un épisode un peu différent des autres parce que voilà, ça fait un peu retour aux sources de la chaîne. Et puis un épisode aussi différent parce que au vu de la taille d'Andrew Onegadia, le TZD risque d'être assez long. Je l'ai tourné une première fois, ça faisait 50 minutes. Bon, j'ai tout jeté parce que ça me plaisait pas, donc je le retourne une deuxième fois et j'espère que ce sera un petit peu plus court, mais je vais pas me brider et j'aime beaucoup parler, donc ça risque de durer un certain temps. Voilà. Donc comme d'habitude, le format vidéo n'est pas obligatoire, ça reste un support. C'est pas aussi important que dans les Mon Avis Sûr. Donc je vous invite à faire ça pendant que vous faites d'autres activités, que ce soit le sport, le ménage, les devoirs ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour cette intro. On va pas perdre plus de temps au vu de tout ce qu'il y a à dire. Installez-vous confortablement. On est parti. Voilà, let's go. Dernière fois, Andrew, j'ai conscience que tes amis te manquent, mais tu ne peux pas retourner sur Terre comme bon te semble. Nous avons des choses à faire dans ce monde. Soyez assurés, messieurs, que l'Alliance vous en sera très reconnaissante. Je trouve dommage qu'un homme comme vous se cantonne au rôle de simple chef des gardes dans ce misérable camp de travaux forcés. Vous voulez quoi? Que je m'énerve? Que je fonde en larmes et que je me roule en boule dans un coin? Figurez-vous que j'en meurs d'envie, monsieur Bennett. Donc d'abord quelques petites statistiques sur la longueur d'Andrew Onegadia, parce que c'est quand même important de notifier, vous allez voir avec tout ce que je vais vous dire, mais c'est donc la série la plus longue de tout l'univers du SSU, Tellington ou pas, et ça représente beaucoup de choses, et on en parlera un peu plus vers la fin, mais pour que vous vous rendiez compte, le premier épisode a été diffusé le 19 janvier, et le dernier le 21 septembre. Il y a eu 7 mois de diffusion, non-stop, je crois. Il me semble qu'il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu d'épisode pendant 7 mois. Et c'est énorme. C'est énorme. Il faut dire que, pour rappel, les calendriers, c'est un épisode par jour. Donc bon, c'est une cadence extrêmement tendue, c'est toute une logistique, mais c'est un épisode par jour et ça dure 24 jours, même pas un mois. Là, on est sur 7 mois. C'est gigantesque. Ensuite, on a donc 36 épisodes. Donc c'est au niveau du nombre d'épisodes, on dépasse complètement. La moyenne d'épisodes, elle est de 11 minutes par épisode. Alors, j'ai pas fait les statistiques du plus court et du plus long, mais dans les plus courts, on doit être vers la dizaine de minutes, et dans les plus longs, on doit être vers la vingtaine. Et je crois que le dernier épisode fait un truc du style 18 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis, il y a 6,7 heures d'écoute. Après ça, c'est les statistiques Tellington, c'est-à-dire que je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne, parce que 6,7 heures d'écoute, c'est pas possible normalement. Enfin, alors, sauf si on divise les 60 minutes en 10 parties, mais voilà, je comprends pas très bien ce fonctionnement-là, donc je préfère pas m'avancer. Mais par contre, je peux affirmer que 6,7 heures d'écoute, c'est plus que Pic-au-Vent et le Mystère Marmotte Araignée, et les deux font, je crois, 6,4 heures d'écoute. Voilà, donc c'est vraiment la série la plus grande. Ça a une importance parce que déjà ça montre que Tellington est capable de grosses productions. Ça montre aussi que le futur de Tellington et du SSU se trouve en Onegadia, vu tout le temps qui a été investi dans cette série.
Et ça prouve aussi autre chose, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc ensuite quelques petites informations générales comme ça. Donc d'abord, je fais une parenthèse au début pour pas avoir à revenir dessus. Je trouve que les épisodes sont d'une bonne qualité audio. Voilà, j'étais, je pense, très tatillon avec ça à l'époque. Alors j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais je sais que dans mes anciens TZD, j'étais très, très, oui, tatillon avec ça. Donc, et voilà. Je sais que ce qui m'a dérangé dans le fond à l'époque où je faisais mes TZD épisodiques, c'est réel, et ça je l'ai. Alors, en réécoutant, j'ai un peu revu ma vision des choses, etc. Mais je reste quand même sur cette idée qu'il y a un moment où il y a des choses qui m'ont gêné. Mais par contre, la forme, c'est pas vrai, ça reste bon, c'est du même niveau que les autres. Il n'y a pas de moins bien, et j'ai pas eu d'épisode où j'ai trouvé ça spécialement bâclé. Voilà. Et puis ensuite, on a un deuxième élément dans les informations générales, c'est la présence d'une nouvelle doubleuse, donc Pascal Chemin, qui interprète Camille Dissénac. Et alors c'est génial, parce que ça ouvre Tellington à une dimension encore plus grande, qui est celle de faire venir d'autres comédiens de voix. Donc bon, depuis on a eu Tom Dervin, donc, ou Dervin, je sais pas, qui interprète sa propre histoire, donc le prix de la justice, mais c'est pas une série dans le SSU. Donc là, vraiment dans le SSU, depuis Sardoche dans Le Mystère Marmottin, c'est la première fois qu'il y a la présence d'un autre doubleur qui double une histoire du SSU, et franchement, ça fait plaisir, ça montre une autre dimension, et ça prouve que Tellington atteint ses objectifs qui sont de s'ouvrir et de proposer des grosses productions. Donc c'est vraiment bien. Puis aussi, ça apporte un côté un peu distinct en fait au personnage de Camille Dissénac, ça le déifie un petit peu, ce que je trouve va bien avec le personnage et son importance dans la série, parce que voilà, Super Flame il a une palette importante de voix qu'il peut jouer, mais elle reste quand même pas infinie, et donc on a des registres, des tons qui sont similaires selon les catégories de personnages, et puis après les personnages qui sortent un peu plus du lot ont chacun des voix, mais ça reste Super Flame qui les fait tous, donc même si les voix sont distinctes et que c'est ce qui fait même tout le fonctionnement du show, du truc, s'il jouait avec la même voix partout, ce serait chiant. Donc là, c'est pas le cas. Mais il n'empêche qu'elles sont toutes jouées par Super Flame, et il y a des choses qu'il ne pourra pas faire lui, et qu'il ne peut pas faire voilà, en tant que Super Flame. Par contre, d'autres personnes peuvent apporter des choses différentes. Bah là, c'est le cas. Et le fait d'avoir une autre voix par notre personnage, ça rajoute une autre dimension au personnage, quelque chose d'un peu mystique, on va dire, parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis parce que c'est... En plus, Camille Dissénac, c'est un personnage qui est un peu, voilà, très codé par le fait qu'elle soit reine, enfin, elle est gouverneuse, du coup, mais... puis elle n'est pas trop présente, etc. On ne peut pas l'approcher facilement. Et aussi le fait que voilà, elle a une voix à part, donc ça change quelque chose. Voilà. Imaginez-vous si demain Talion par exemple devait avoir une autre voix. Je dis pas que Super Flame arrêterait, mais si nous avait été introduit avec nos doigts, on le verrait différemment, quoi. On serait encore plus voilà, sur Talion. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve ça chouette, et c'est vrai qu'à terme, si jamais il peut y avoir encore plus de comédiens pour diversifier les voix, ce serait bien. Et ça, je pense qu'avec l'achat des locaux de Super Flame Studio et le fait qu'ils veulent aménager un studio d'enregistrement haut de gamme, je pense que ça va vraiment aller dans ce sens-là, parce que je pense que ça ne sera pas que pour Super Flame, mais forcément pour les autres personnes, les autres artistes qui veulent produire sur Tellington, et donc d'autres qui veulent produire dans le SSU avec Super Flame. Et on pourrait, je pense, et j'espère un jour voir des grands noms du doublage, des grands comédiens, des grands comédiens de voix passer dans les studios de Super Flame Studio et nous proposer des grandes voix pour des grands personnages. Voilà. Par contre, ça présente un souci qui, je pense, est temporaire et qui relève aussi peut-être d'un problème vis-à-vis de l'écriture, mais bon, ça voilà, c'est que du coup, à la fin, quand Camille Dissénac ah oui, je préviens tout de suite parce que là on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, mais ça spoil évidemment, je spoilerai Andro Negadia bien comme il faut. Donc si vous n'avez pas vu Andro Negadia, vous arrêtez tout de suite, vous allez le regarder. Tellington c'est pas cher, et vous revenez après si l'envie vous en prend. Voilà.
En plus, le premier épisode est disponible sur YouTube et il est gratuit sur Tennyton. Voilà. Donc ce que je disais, c'était quoi là, à la toute fin, quand elle est avec Talbot, Farwell et Carmin, du coup en fait elle parle pas et c'est vraiment bizarre comme scène parce qu'on parle d'elle, elle dit pas des choses, mais voilà, Superfemme dit qu'elle fait la moue, enfin vu d'un personnage comme Camille Sinac, ça fait pas très fait la moue, enfin ça fait un peu boudeuse, voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange, on va dire, et c'est, je pense tout simplement parce que Pascal Chemin n'a pas pu se libérer pour ça, ou alors je sais pas comment Superflame en est arrivé à faire cet enregistrement-là, mais voilà, en tout cas, elle n'a pas pu enregistrer cette phrase-là, et voilà, c'est ça qui pose problème aussi, c'est que du coup, pour pas perturber, surtout quand c'est dans la même série, du coup, Superflame est obligé de pas la faire parler, et dans ce genre de cas-là, c'était quand même spécial. Heureusement, c'était qu'un seul cas dans la série, mais voilà. Donc, cette analyse va se diviser en 3 parties, des parties qui sont représentées en fait d'un épisode A à un épisode B, que je vais vous donner après. Ces épisodes, c'est purement officieux, c'est moi comment je les trie, mais il n'y a rien d'officiel qui a été dit là-dessus, et c'est simplement pour mieux m'aider dans mon analyse, dans mes idées, et puis aussi parce que analyser tout d'un coup, à la fois ça ferait trop lourd, puis à la fois je trouve que ce serait pas pertinent au vu de ce que j'ai à dire. Donc, on va commencer avec la partie 1 qui s'étend dans l'épisode 1 à 12, donc qui s'ouvre sur l'arrivée de Talion, Andrew, Rico, Lumine en Egadia, et qui se ferme sur Radmoneuil qui explique le plan d'Egadia, de l'Empire de Rockwell avec les armes magiques à Talbot. Voilà. Donc, dans les petites choses comme ça, d'abord on a la première apparition et le teasing de Danzo Sokai. Donc, Danzo le ressuscité, ce sera la semaine prochaine. Le TZID est déjà enregistré et on en reparlera un peu plus à ce moment-là, même de ce qu'il faisait à ce moment-là dans Andronegadia. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trop d'idées, mais je peux supposer qu'il venait aider l'Alliance. Autonome au vu de ce qui s'est passé dans Danzo Sokai, mais étant donné qu'ensuite on ne le revoit pas de la série, je me dis que c'était peut-être juste une sorte d'easter egg, mais aussi qu'est-ce qu'il faisait là, voilà, mais ça c'est des questions qui sont dans le TZD sur Danzo le ressuscité, donc je vais pas m'épiloguer là-dessus. Puis on a un petit teasing de la fin d'Andrew en Egadia, avec Andrew au chapitre 11 qui dit à Talion « ce sera pour une prochaine fois », en parlant du fait que Talion lui avait demandé de faire péter un bâtiment impérial, ou avait du moins dit qu'il aimerait faire ça, et Andrew lui avait dit « bah non, pas maintenant, une prochaine fois ». Donc voilà, ça fait un petit peu un foreshadowing de la fin de la série, puisque ils font péter tout le camp de travailleurs, enfin du moins tous les entrepôts. Maintenant, sur le côté un peu plus critique, j'ai 2 choses à relever. Premièrement, c'est les péripéties sympathiques, mais justement, elles sont sympathiques. C'est très agréable de découvrir Port-Noble, entre rives, de suivre les aventures, les rencontres, les petites péripéties, mais c'est que sympathique. Et pourquoi c'est sympathique et pas bien, très bien, etc. Parce qu'il y a un manque cruel d'enjeu pour moi dans cette partie. C'est-à-dire que le seul moment où on a un petit peu de stress pour Andrew et Talion, c'est le moment où ils sont à la frontière et où Railway commence à les remarquer. Et il s'en sort très bien. Et en fait, dans cette partie-là, c'est quelque chose que l'on retrouve pas du tout dans la suite. Je trouve que tout va trop facilement, que tout se passe trop bien. Ils infilent comme ça les bâtiments impériaux, ils volent comme ça les sceaux, etc., etc. Et ça pose de problème à personne. Et même, voilà, leur tête, elle est publiée dans le journal en étant recherchée, et ça n'aura pas d'incidence. Voilà, je trouve qu'il y a un réel manque d'enjeu dans cette première partie, c'est ce qui m'avait beaucoup déçu. Moi, je m'étais en mode, mais en fait, on est juste... en fait, ils sont juste spectateurs de ce qui se passe, en fait, il n'y a pas d'action ou quoi que ce soit. Et ça m'avait beaucoup gêné. Je sentais pas de danger, je sentais rien... Enfin, pas de... Voilà, c'est sympa, on découvre Egadia, mais pas plus que ça. Et ça va aussi avec une autre mini-critique qui est le fait que des fois j'ai l'impression que le lore était raconté trop explicitement, mais encore une fois ça c'est quelque chose qui pour moi se réserve à la partie 1. Voilà, aussi une des raisons pour laquelle je divise en parties. Et puis voilà, le fait que ce soit sympathique mais que ça manque d'enjeu, pour moi ça joint un autre bout qui est que l'histoire est bien racontée, mais il y a des incohérences. C'est-à-dire que par exemple, pourquoi quand il s'agit de l'adresse de Radmoneuil,
Donc tout simplement, l'adresse de Radmoneuil, les services du silence ont oublié, ou du moins n'ont pas pensé à la donner à Talion Andrew, et ils vont devoir se retrouver à faire un deal avec, alors j'ai oublié son nom, désolé, mais avec le sorte de baron de la mafia locale à Port-Noble, pour avoir l'adresse de Radmoneuil. Alors là je me pose une question. Pourquoi ils ne sont pas allés au quartier des silences avec leurs portes pour leur demander? Parce que c'est ce qu'ils font quand ils ramènent le propriétaire de porte qu'ils ont sauvé à Entre-Rives. Ils le ramènent au quartier des silences avec la porte. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça à ce moment-là, au lieu de se mettre autant en danger, entre guillemets, oui et non, parce qu'on l'a vu, en fait, c'est plutôt bien passé, mais même se compliquer la tâche, tout simplement. Voilà, ça j'ai pas compris, et à l'heure actuelle je comprends toujours pas. Donc la réponse la plus simple c'est, il faut créer des péripéties, il faut créer des enjeux, il faut bien que l'histoire avance. Mais encore une fois, les critiques que je fais là, et le fait que je sois aussi salé sur des points, c'est parce que des fois j'ai l'impression que ce qui était proposé avant était mieux. Quand on regarde Picovan ou Le Mystère, j'ai l'impression que c'était plus grandiose, avec plus d'enjeux, plus de difficultés que là. C'est peut-être un biais cognitif. Je vais bientôt réécouter Picovan, Le Mystère, La Cinquième Porte, etc. et en faire des avis sur la chaîne, je vous dirai à ce moment-là. Mais j'ai quand même l'impression que ça a régressé. Et ça gêne, parce que quand on a été habitué à mieux, bah, c'est un peu certaines décontenances, on va dire. Voilà. Mais heureusement, ça s'est beaucoup rattrapé dans la suite, puisque dans la partie 2, qui s'étend de l'épisode 13 à 21, donc, qui commence donc, au niveau du chemin vers la prison, donc le départ depuis Sénac en secret jusqu'à arriver au port de la prison avec le retour de Railway, et donc voilà la capture d'Andrew Talion jusqu'à la prison, et le complot de Jolestre et Culistre d'un autre côté avec le vote du plan GRM. Voilà, donc épisode 13 à 21. Ces choses-là ont changé et on va voir tout de suite. Donc d'abord, dans les petites anecdotes comme ça, il y a la référence à Tartin à l'épisode 13. Donc Talbot demande un ordre à un soldat qui s'appelle Tartin. Et ça m'a fait rire parce que je ne sais pas si Super Flame l'a fait exprès ou pas, mais je pense que oui. Ou du moins pas forcément qu'il l'a fait exprès en se disant je vais faire une référence, mais en se disant ça il lui irait bien, et qu'il était conscient que ça faisait une référence, parce que Tartin c'était tout simplement le nom du lieutenant Tartin de la brigade de Marmottin, qui dans le calendrier d'avant la fin des temps était un complice d'Armin et Beauglove et Isa Meunier. Donc voilà, quand j'ai vu ça je me suis dit ah tiens, je voulais le notifier ici. Ensuite, on a donc la mort de Paul et le retour de Railway au chapitre 14 et 15, et ça j'ai beaucoup aimé cet enchaînement parce que on a à la fois la mort de Paul qui est pas si touchante au vu du fait que on connaissait pas beaucoup Paul, et qui sera un peu plus touchante quand on verra la réaction de Gruson Bleu qui était très liée à lui. On connaît pas exactement la nature de leur lien, ils pourraient être frères et sœurs, amis ou quoi que ce soit, mais le plus probable c'est qu'ils étaient tout simplement amoureux l'un de l'autre. Et ça ajoute un peu de peine après coup, une sorte de double peine. Mais sur le moment, ce qui est triste, c'est à la fois de voir à quel point Andrew est touché par sa disparition, et aussi à quel point en fait ça aurait pu être la même peine de l'autre côté, dans les soldats du ballon qui étaient aussi jeunes que lui et qui ne faisaient que se défendre en fait. Et c'est là, c'est montré subtilement et rapidement. Mais c'est là où on voit que la guerre en fait fait des dégâts des deux côtés, tout simplement. Ça pareil, j'en ai reparlé dans dans tes idées sur Danzo de Ressuscité avec les bagnes, mais on aura l'occasion d'en parler, je suppose, tout le long de l'arc Egadia, parce que c'est tout le propos, je pense, d'un auteur quand il parle de la guerre, c'est de montrer à quel point il n'y a pas de bon camp. Et là c'est tout à fait le cas, avec la mort de Paul, et quand Super Flame, je dis Super Flame toujours en parlant du narrateur, mais le narrateur dit que en face, Paul aurait pu être ami avec les gens d'en face s'il n'y avait pas eu la guerre. Voilà, ça fait toujours quelque chose en se disant oui c'est vrai, c'est con quoi. Donc voilà, et puis à l'épisode 16, on a un très beau panel avec un flashback de Talion, d'un massacre qu'il a commis dans un village, et qui ne s'en rend pas compte, il revient à lui-même, et puis d'un côté Cornelius arrive en lui disant mais qu'est-ce que t'as fait, ça va pas ou quoi, et d'un autre, Andrew, qui est exilé vers la Terre avec sa famille et d'autres gens de son clan. Voilà. Et donc,
Je pense que c'est pas rien que ces deux éléments aient été mis dans le même épisode successivement. Je pense qu'on peut faire un lien entre Talion qui décime un village et un clan qui part, qui s'exile parce qu'ils sont menacés. C'est compliqué de dire exactement ce qui s'est passé avec Talion parce que c'est entouré de mystères et je pense que ce sera une grosse part des prochaines intrigues en Negadia, le passé de Talion, l'histoire de la famille d'Andrew. Mais il y a un lien à faire. Après, c'est pas parce que le lien est forcément évident que c'est ça, et je pense que Super Flame peut nous surprendre parce que visiblement Talion ou n'est pas tout à fait conscient de tout ce qu'il fait, ou est possédé par quelque chose, ou quelqu'un prend sa conscience, ou il est manipulé d'un côté, ou même, ça se trouve, c'était pas lui, c'était complètement avant ou complètement après, et il peut y avoir plein de choses qui montrent qu'il n'y a pas de rapport entre les deux événements, mais le fait qu'ils aient été mis successivement, je trouve ça intéressant, et ça nous fait un peu... ça fait titiller pour se poser des questions sur ça, et puis en plus, c'est ce que j'ai mis sur mes notes, c'est une bribe d'informations dans le nuage obscur qu'est le passé d'Andrew et Talion, qui je pense est très lié au vu de ce qu'on a appris à la fois dans la fin du Mystère Mamotin et dans la fin de Talion l'exilé. Et donc ça fait toujours plaisir d'avoir une petite info. Puis ensuite, au niveau de la critique de cette partie-là, je dirais que c'est l'inverse total en fait du manque d'enjeu, puisque les protagonistes sont même très en difficulté, parce que c'est ce que j'ai mis. Ils partent dans le secret d'Isenak, déjà c'est une première difficulté. Ils rencontrent la montgolfière, c'est une deuxième difficulté. La mort de Paul, c'est une troisième difficulté qui est importante. Ensuite, ils sont capturés une première fois, ils arrivent à se libérer, ils sont capturés une deuxième fois, c'est encore deux difficultés, et ils finissent en prison. Donc là, on peut dire qu'ils n'ont vraiment pas été gâtés, et c'est un gros... qu'on appelle ça, j'ai oublié, c'est pas parallèle, du coup c'est l'inverse, mais voilà, c'est une grosse, c'est l'inverse total de la première partie, enfin du moins je trouve, ça reste toujours comme mon avis, et ça c'est plutôt bien, même si effectivement là ils sont très très en difficulté, et donc après je trouve que la partie 3 arrive à bien allier les deux. Et puis je trouve qu'il y a une très bonne tension dramatique, et un bon lore politique au niveau de toute la partie sur le vote autour du plan GRM et ensuite les péripéties de Jolès et Culistre. J'en ai pas beaucoup parlé parce que je trouve il n'y a pas spécialement d'éléments qui ressortent du lot, mais par contre je trouve ça intéressant à la fois comment l'échiquier politique est mis en place, comment Firmin gère les choses pour le bien-être entre guillemets d'Isenak, parce qu'on va voir qu'après c'était peut-être pas tout à fait ça, comment Jolestre se fait embarquer dans quelque chose qu'il n'a pas forcément voulu, comment l'Alliance renverse tout ça, et ça j'ai bien aimé toute cette partie là, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, voilà. Ensuite on a donc la partie 3, qui s'étend donc de l'épisode 22 à l'épisode 36, donc la fin, avec donc l'introduction à la prison, avec la fin en apothéose, avec la scène du banquet, et puis de l'autre côté la mise en place du plan GRM, le plan GRM et les conséquences du plan GRM, voilà. Donc là pareil, dans les éléments que je note, il y a Musso le fou, tout simplement. J'ai énormément adoré le personnage de Musso parce que c'est un personnage qui n'a pas vocation à chercher le pouvoir, qui n'a pas vocation à spécialement chercher ni la reconnaissance, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Il est bien sûr très intéressé, pas dans le sens qu'on appelle ça, il trouve intéressant la venue de Rotarmin, mais il a un intérêt dans la venue de Rotarmin vis-à-vis de sa position dans l'Empire. Mais il a plutôt en fait son intérêt justement, il n'est pas trop dans le fait de monter en grade, mais de reconnaître son travail, et lui son travail, il y prend un plaisir tout simplement. Il adore tuer les gens, tuer une personne au hasard quand il fait son petit discours, il adore faire du tir au pigeon dans la cour, et c'est un vrai fou qui aime ce qu'il fait, et qui n'a plus aucune conscience en fait, ni du bien ni du mal, et qui fait simplement ce qu'il a à faire, et qui est extrêmement sadique, et j'aime beaucoup parce qu'en fait on adore le détester tout simplement, et on adore le voir passer pour un imbécile à la fin,
dans l'arc du banquet, quand il fait son petit discours et que il se fait péter, j'ai envie de dire, par la bombe. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Musso, sa manière auquel il adore Elwë, puis après il est un peu décontenancé aussi, parce qu'il pense avoir trouvé un allié et finalement non. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Musso, voilà. Ensuite, on parle de Rayleigh, on va parler de Rayleigh. Rayleigh, un personnage que j'aime vraiment beaucoup, parce que Rayleigh, c'est un Roquelien qu'on peut tous comprendre en fait, c'est-à-dire que lui aussi a eu son flashback, et lui aussi est lié au flashback de Andrew et de Talion. Alors encore une fois, rien n'est affirmé, rien n'est confirmé, on ne sait pas si lorsqu'il y a eu le massacre dans le village de Talion, enfin là où Talion a fait un massacre, plutôt le village d'à côté, il y a eu un massacre aussi, et Rayleigh a fui. Ça peut très bien être avec 150 ans d'écart, hein. On a encore, comment on appelle ça, rien d'officiel, mais le lien est encore une fois facile à faire, et d'un autre côté ça reste flou, mais par contre on comprend qu'il a une haine véritable des Dokipa, et c'est intéressant parce que je pense qu'à sa place on aurait tous une haine similaire. Après voilà, on a toujours des travails à faire, certains qui sont plus, j'ai envie de dire, dans le pardon que d'autres, etc. Ça, tout dépend d'un chacun. Mais en tout cas, on peut tous comprendre que Rayleigh soit aussi une aussi grosse obsession pour les portes, et surtout les propriétaires, le fait de leur nuire. C'est tout l'inverse de gens comme Contumas qui veulent leur devenir. Lui, il veut les nuire, en fait. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et on peut comprendre, mais évidemment, on ne peut pas excuser, parce que Rayleigh reste un énorme salaud, que ce soit vis-à-vis de ses hommes, que ce soit vis-à-vis des citoyens, et vis-à-vis maintenant du rôle qu'il joue dans l'Empire, qui est immense. Maintenant, il traîne avec Rotarman, on l'a vu dans Denzel le Ressuscité. Il a pris possession, on va dire, de l'état-major, c'est ce qu'on voit dans la fin d'Andron Negadia, et maintenant il est quasi inarrêtable, et je pense que le duo qu'il va former, ou le trio, on va voir juste ça après, avec Rotarman, est assez intéressant, et je pense que voilà, Rayleigh va être une part importante du futur de la guerre, et j'aime beaucoup comment Super Flame l'a introduit, l'a écrit, et ce que j'aime encore plus, c'est que je pense qu'avec Rayleigh, on peut voir une possibilité de rédemption à un moment ou à un autre, qui se sacrifie pour les Dokipa ou quoi que ce soit, quand ils comprennent, parce que sa motivation est trop ancrée à un souvenir, à une fausse idée en fait, qui peut être modifiable, et ça, voilà, moi je le pense, par exemple, je vais vous donner une des références que j'ai déjà sorties, je pense que je ressortirai, mais vis-à-vis de One Piece, il y en a beaucoup qui détestent les pirates, parce qu'ils ont une image des pirates comme quoi qui leur ont fait mal à leur famille, à eux-mêmes, qui ont détruit leur vie, etc. etc. Et quand ils voient l'équipage de Luffy arriver, tout de suite c'est ou du rejet ou de la violence ou quoi que ce soit. Et quand ils finissent par découvrir que c'est pas tous les mêmes, que c'est différent, ils finissent par accepter, changer, certains se sacrifient, etc. Je pense qu'on peut voir la même chose dans le cas de Rayleigh dans Andron Negadia. Par contre, quelqu'un pour qui je pense on ne verra pas de rédemption, c'est Rotarman, et c'est son garde Holosen qui est un propriétaire de porte et un garde obscur, donc c'est intéressant parce que les gardes obscurs, c'est obscur leur nom ? Je sais plus si c'était obscur, mais je crois que c'est ça. La garde obscure, non. La garde... ouais, ça doit être ça, je crois. En tout cas, ceux qui ont la possession de livre, on n'avait jamais précisé, et je pense que c'est pas le cas du coup, qu'ils ont la possession d'une porte, mais Holosen, lui, oui. Alors, est-ce qu'il était propriétaire avant ? Est-ce qu'on a réussi à lui donner une porte ? Est-ce que... voilà, il y a ce genre de choses-là, et je trouve ça très intéressant. Et donc, j'ai hâte de voir comment va réapparaître Holosen, qui pourrait être un bon némésis pour des gens comme Andrew ou Talion, plus Talion je pense, parce que c'est vrai qu'Andrew on l'a pas réellement vu au combat ni à la défense avec des livres magiques, il sait s'en servir mais c'est pas son style, mais Talion par contre oui. Mais donc pour revenir à Rotarman, lui c'est réellement quelqu'un que je trouve intéressant parce que on ne connaît pas ses motivations, on ne connaît pas son lien avec Richard de Rockwell, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas spécialement l'air attiré par le pouvoir,
ni par la reconnaissance ou quoi. Il a un ton très calme, il a un ton très plat. Il a pas l'air souvent énervé, il a pas l'air d'avoir une haine des continentaux autres que les Rockwelliens, pardon. Et c'est très intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Et je pense que c'est quelqu'un qui cherche simplement à faire quelque chose de sa vie, à être du côté du plus puissant et à marquer l'histoire. Et voilà, c'est flou et à la fois on peut faire une liste où on dit c'est pas ça, mais on peut pas non plus faire une liste où on peut dire c'est ça. C'est un peu flou, j'ai hâte de voir. Et quand on voit notamment donc son alliance avec Contumace dans la 5e porte, le fait qu'il n'en parle pas, Rockwell, ce genre de choses-là, on se dit voilà, c'est quand même un personnage qui est assez ambigu. Et est-ce que justement le fait que la fin de Andron et Gadia résulte de la mort de tout l'état-major, est-ce que ça n'aurait pas fait entre lui et Rockwell une césure et un événement qui aurait fait qu'il aurait commencé à prendre plus son indépendance, qu'il serait plus avec Holocene, qu'il serait plus avec Railway, et qu'il aurait du coup moins de comment on appelle ça, de lien avec Rockwell, et donc plus pour son intérêt, pour leur intérêt, pour autre chose. Voilà, mais en tout cas, ça reste fou. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la découverte et l'importance des autres Dokipa. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas extrêmement importants, parce que c'est un peu des personnages de fond, des personnages secondaires, parce que c'est important dans le sens où c'est pas un élément très important dans l'histoire, mais au vu de l'histoire du SSU, je trouve ça important parce que on a eu nous, pendant de nombreuses années, la croyance que la seule porte, c'était celle d'Andrew, que c'était même pas une question de ce qu'il y en a plusieurs, c'est que c'était la seule porte, et que Andrew c'était le seul propriétaire de porte. Puis ensuite, il y a eu Talion qui est arrivé, et là, ça a complètement changé le game. Pourquoi il y a d'autres propriétaires ? C'est vrai qu'il y a eu aussi les démons du jeu qui a introduit d'autres propriétaires en Egadia, qui a introduit Egadia. Donc ça, c'est autre chose, mais les démons du jeu, de toute façon, c'est une Super Love Story spéciale, donc on va pas en parler. Mais en tout cas, voilà. Et puis ensuite, il y a eu le conseil des 5 portes, on s'est dit, ok, il y en a quand même beaucoup plus. Et après, il y a donc le monde Egadia, on nous dit, il y en a beaucoup qui sont présents, etc. Et donc là, c'est vraiment bizarre parce qu'on se dit, faut peut-être pas non plus sous-estimer les autres Dokipa. Dans le sens où ils ne sont, je pense pas, au niveau de Andrew, Talion, dans ce qui est du courage, de la connaissance, etc., etc., mais ça reste des Dokipa, et certainement qui savent se battre avec des livres, et certainement qui ont des connaissances que peut-être d'autres n'ont pas, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'à l'avenir, on va avoir non seulement Talion et Andrew, mais d'autres Dokipa qui vont travailler pour l'Alliance, qui vont pouvoir contrer tous ceux qui sont enfermés contre leur gré dans les camps de travail forcé, et les gens comme Holocene et la garde occulte, et ça donne une sorte d'armée magique à l'Alliance autonome qui en avait pas vraiment, ou du moins des choses pas très concluantes, et je trouve ça très intéressant. Et du coup, voilà, ça donne une autre dimension de se dire, bon, il y en a d'autres, et dans un monde alternatif, peut-être qu'on aurait suivi l'histoire d'un autre Dokipa, en fait. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Et puis après, on a donc Talion, qui n'est jamais vraiment en danger, et ça, je le remarque, et donc en fait, toujours dans cette mystification de Talion, il y a le fait que on pourrait croire qu'il craint des choses, mais si ce n'est le bien-être de Lumine, je pense que Talion ne craint rien, et c'est pas qu'il ne craint rien, c'est qu'il n'est en danger pour personne. Parce que déjà, il a une grande expérience, il a l'air d'avoir fait beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de mauvaises choses aussi, il a l'air de extrêmement bien savoir se défendre, connaître l'humain, les relations sociales, etc. Et puis, à l'épisode 27, quand il pète un plomb, et ben ça prouve qu'en fait, c'est qu'un choix de lui-même de se retenir ou pas. Et je pense que la phrase dans Talion l'exilé où il dit « si je me fais capturer, c'est uniquement parce que je l'ai voulu », c'est peut-être une phrase qu'on a un peu trop sous-estimée, ou du moins que moi j'ai sous-estimé pour sûr, parce que ça prouve à ce moment-là, alors il bute pas à Railway, mais c'est à ça, il l'assomme, mais c'est pas loin, mais en tout cas, il est à ça de niquer Railway, alors qu'il y a des gardes dehors, alors que quoi que ce soit, ça l'empêche pas, parce que il est tellement au-dessus de ça, lui, qu'il n'a même pas peur, en fait, des conséquences potentielles qu'il pourrait avoir, et c'est même ce qu'il y aurait des conséquences au vu de sa folie et de son ingéniosité pour s'en sortir. Ça, j'ai beaucoup aimé, voilà.
Ensuite, on a donc du côté de l'Alliance, on a les trahisons internes. Donc après ce qui se passe sur Akubo, pareil, on en parle dans Denzo, dans le TZD de Denzo le ressuscité la semaine prochaine. Mais il y a donc la trahison de Tertu, Jolès, Lulistre et Firmin. Et donc je trouve ça très intéressant parce que l'Alliance autonome, encore une fois, on le voit comme un bloc soudé, mais pas tellement. Déjà, il y a beaucoup de dissonance au Parlement, et ensuite, ils sont aussi capables de trahison en interne. Alors heureusement, l'Empire n'a pas réussi à atteindre Isenak, n'a pas réussi à faire tomber tout le monde, etc. Donc Firmin n'a pas pu aller jusqu'au bout, et maintenant je pense qu'il se retrouve plutôt bloqué. Mais c'est pas impossible qu'il retente le coup à un autre moment, plus tard dans la série, et qu'il veuille prendre un vrai pouvoir important. Déjà, ben, c'est, je trouve, ambigu, parce qu'à la fois on se demande si est-ce que c'est le bien des Sénats qui veut vraiment, et il ne croit pas que le bien des Sénats passe par l'alliance autonome et tout, ou est-ce qu'il veut juste ses propres intérêts. On ne sait pas vraiment. Et puis c'est l'idée de se dire que voilà, en fait c'est pas si soudé que ça. Voilà. Et une petite théorie que j'ai donnée dans tes idées sur Denzo le ressuscité, c'est que possiblement si un jour Talbot, Farwell, Camille Dessénac, etc. se rendent compte que Firmin est un traître, qu'il a fait libérer Jolès, Réculistre, et qu'il avait pour projet de les renverser, ou peut-être qu'il a encore, je verrais bien Carmin pour le remplacer, au vu de son lien avec Cornelius et Camélia, et puis aussi Andrew, Talion qu'il a rencontré après, etc. Donc ça, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, on a l'effondrement de Farwell, quand quand le plan GRM tombe à l'eau. Ça, j'ai beaucoup aimé, parce que ça montre à quel point, là encore, aussi désolé, je vais encore reciter tes idées pour Denzo le ressuscité, c'est pas de la pub passive, mais c'est tout simplement parce que je le dis dans tes idées. Denzo le ressuscité, c'est un sorte de complément pour Andron Negadia, et là je le dis, le fait qu'il ait certainement éclipsé une partie de sa famille en Akubo pour ne plus y penser, ça montre qu'il est 100%, même à 1000% investi dans la cause de l'Alliance autonome des Isenak, et le fait qu'il s'effondre physiquement, moralement, quand le plan GRM tombe à l'eau, il est même pas en danger physique. Des hommes, alors il le savait pas, mais ces hommes sont pas morts, etc. Mais le fait que ça ne marche pas, il se dit que tout est fini, et ça le détruit. Et ça c'est la preuve irréfutable qu'il est à 100% investi dans Isenak, qu'il est devenu une part d'Isenak, et je pense que si demain Farwell devait tomber, personne ne serait capable de manier la défense d'Isenak. Et d'ailleurs c'est ce que disait Farwell quand il disait je suis le maillon d'Isenak, on est un château de cartes, etc. Et je porte tout sur mes épaules, et c'était pas de l'admiration envers lui-même, de l'égocentrisme, c'est une vérité, et on le voit à travers ce moment-là. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite toute la partie du plan GRM, parce que c'est vrai que j'en parle moins, je parle un peu plus de la prison ou quoi, mais voilà. Déjà, d'abord au niveau de la prison, j'ai plutôt bien aimé le déroulement des événements, ça il n'y a rien à dire. Et du côté de l'arc GRM, cette arrivée des ballons qui larguent des bombes, je trouve ça extrêmement stylé, et j'ai plutôt bien aimé cette partie-là. Par contre, on va en reparler, mais j'ai été un peu déçu. Mais d'abord, je voudrais quand même finir avec l'arc de la prison en disant que j'ai trouvé la scène du banquet très bien effectuée. C'est-à-dire que j'avais déjà fait la comparaison avec l'attaque des Titans, me semble-t-il, dans mon ancienne version de ce même TZID, pour je ne sais plus quelle scène, mais je vais la refaire encore ici en disant que la scène du banquet me fait aussi beaucoup penser oui voilà, si je l'avais fait en plus au même moment, la scène de Revelio, tout simplement, avec tout l'état-major qui est décimé, etc. Je ne vais pas après vous spoiler l'attaque des Titans non plus, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, et j'ai vraiment aimé la musique, les bruits de fond, l'arrivée de la procession de l'Empire, enfin c'est pas tellement une procession, mais vous avez compris, le jeu des serveurs entre Andrew, Talion, etc. Enfin, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé ça très bien fait.
Par contre, on revient sur l'arc GRM, donc j'ai été déçu, quand même assez déçu, parce qu'en fait, il y a une grosse montée en puissance, il y a une grosse préparation, et au moment où ça arrive, j'ai pas vraiment senti ce moment où on sent les armées qui marchent, limite on entend des bruits de pas, on entend des trucs dans les haut-parleurs, il y a une narration un peu lourde, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas vraiment senti ça, c'était limite un épisode où on dit ça y est c'est l'heure du GRM, et l'épisode d'après c'était ah bah non le GRM ça marche pas. Et ça m'a quand même déçu, j'ai pas senti le truc épique là-dedans, et je m'attendais à ça, et en fait la scène du banquet était épique, ça a bien marché, mais le plan GRM non, moins. Et c'est un peu la seule critique que j'aurais à faire à cette partie-là. Voilà, c'est à peu près tout. Donc pour la partie 3, on va ensuite venir sur la fin. D'abord, j'aimerais juste citer la symphonie en U mineur qui est à l'épisode 31 que j'ai choisi donc en tant qu'intro de Talion l'Exilé. Si j'avais su, je l'aurais choisi en tant qu'intro de ce Théséidé et j'aurais mis Lacrimosa pour Talion l'Exilé, mais je ne le savais pas. Et j'aime beaucoup cette musique, donc voilà, je voulais le dire. Et puis ensuite, il y a la fin, tout simplement, avec la remise à 0 des compteurs des deux côtés. Donc déjà, ça permet de reboucler la boucle et de pas créer d'incohérence avec la 5e porte. Et puis ensuite, ça clôt un bon préquel, et ça on va parler ensuite dans la qualité globale de la série. Et dernièrement, on va pouvoir parler de la suite en Egadia. Donc, je vais commencer plutôt par la suite en Egadia. Je pense pour la suite qu'on peut s'attendre à une prochaine série. Donc là, on a Talbot, le dernier Taurin actuellement, mais c'est une série normale. La prochaine grosse série, je pense, sera l'année prochaine. Après le calendrier, je pense que le calendrier, je ne sais pas comment va se débrouiller Super Flame, ce qu'il va faire. J'ai très hâte de voir, mais je dis pas que ça se passera pas en Egadia, mais je pense pas que ce sera nécessairement marquant ou important dans l'arc egadien. Du moins, voilà, c'est pas ce que je me dis, parce que la 5e porte, on a beaucoup pensé que ça le serait, et finalement, j'ai trouvé, moi, pas tellement, voilà. Donc, à voir. Après, peut-être que je me trompe. J'ai pas de la science infuse, donc faudra regarder. Mais par contre, dans la prochaine grosse série, ce qui sera intéressant, ce sera de voir comment l'Alliance Autonome reprend ses positions et gagne du terrain avec maintenant de leur côté, je suppose et j'espère, Danzo le ressuscité, Danzo Sokai, les autres d'Okipa, Talion et Andrew, et puis évidemment le reste de l'Alliance Autonome. Comment l'Empire de Rockwell se reconstruit son état-major et la direction de leurs armées via Railway, qui est, on va dire, un peu maintenant commandant de tout ce bordel. Évidemment, Rotarmor reste au-dessus, mais maintenant qu'ils forment un duo, ça va être intéressant. Effectivement, ce trio aussi avec j'ai oublié son nom, mais avec Holocene. Un autre trio, c'est celui de Carmin, Cornelius et Camélia. Quel rôle ils vont jouer, un peu, je pense, un sorte de rôle de liaison, etc. Et puis aussi, et ça, je crois que, enfin, ça c'est mon côté fan qui parle, mais quel va être le rôle de Castel Murmis, le Saint-Empire Carousel et le Royaume de la Corne là-dedans, parce que bon Dieu que j'ai hâte qu'il rentre en scène, ces territoires que Rockwell n'ose pas attaquer. Alors, je sais que le Royaume de la Corne, c'est parce qu'ils y sont pas totalement encore, et puis parce que ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Je crois qu'il y a une grosse famine là-bas, une sorte d'épidémie, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et alors, je ne me souviens plus entre le Saint-Empire Carousel et Castelbrumis, mais je crois que le Saint-Empire Carousel, c'est un empire magique, donc ils n'osent pas trop le rapprocher, et Castelbrumis, je ne sais pas, mais ça, voilà, en tant que gros fan, j'ai hâte. Pareil, l'île pourpre, j'ai oublié exactement son nom, mais des îles Atarion qu'on n'a pas découvert, est-ce qu'on va l'avoir de plus? Donc voilà, niveau géographie, il y a ça, niveau personnage, il y a ce que j'ai cité avant. Et puis, je pense qu'un nerf important des intrigues, enfin les nerfs importants des intrigues qui vont venir, ce sera le développement de Talion, Andrew, le développement d'Andrew aussi, son passé, et l'alliance entre Contumace et Egadia, puisque c'est la Terre et Egadia sont c'est quasi jumeaux, on va dire, sauf que d'un autre côté, il y en a un qui est très bas technologiquement, mais très haut magiquement, et il y en a un autre qui est très bas magiquement, mais très haut technologiquement, et donc la technologie qui va pouvoir apporter Contumace à Egadia va peut-être permettre, parce qu'en plus il est allié avec Rotarmin, donc au camp Egadia, donc ça peut peut-être leur permettre de gagner la guerre, mais d'un autre côté,
la magie que va apporter Rotarmin sur Terre va peut-être permettre de foutre le gros bordel sur Terre, et notamment, toujours, on en parle, Sattler, Boglov, qui reste des dangers extrêmement importants, qui pour moi, je l'avais déjà dit, devraient être enfermés dans la forêt sans fin, mais voilà, qui sont juste à l'équateur. Alors certes, l'équateur, apparemment, ça a l'air d'être un truc important. Il n'empêche que je pense qu'ils peuvent réussir à s'échapper avec les contacts ou quoi que ce soit. Donc voilà, là, les choses sont bien mises en place pour une suite, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis dernièrement, on a donc mon avis sur la série en tant que telle, générale. Et ben écoutez, après ce que j'ai dit avant, pendant les OTZID, dans les Mon Avis Sur, etc., je dois dire que je trouve que Andrew en Egadia est une très bonne série. Pas simplement une bonne série, mais une très bonne série, qui est à la hauteur de la mission qui était la sienne d'être un préquel. Voilà. Si Andrew en Egadia devait être la seule série en Egadia, je serais extrêmement déçu et j'aurais plus de choses à dire. Mais son rôle, le préquel, est rempli. Il va falloir maintenant voir avec quoi va enchaîner Super Flame et avec quoi on va pouvoir placer le curseur, parce qu'encore une fois, on n'a aucune série de cette taille avec qui on peut comparer. Mais en tant qu'entité seule, je trouve que c'est une très bonne série. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réécouter et je me suis trouvé un peu dur à une époque. Et je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. C'est pas la même vibe nécessairement que ce qu'on a connu avant, parce qu'il faut dire aussi que les petites séries ou les mini-séries ou les séries normales Tellington, c'est bien, mais nous, ce qu'on a vraiment connu d'important, c'était les calendriers. Ça change complètement, il faut quand même se réadapter à un nouveau monde, une nouvelle façon de narrer, des nouveaux moyens, des nouveaux projets pour Super Flame qui sont pas les mêmes, donc qui racontent pas forcément les choses de la même manière. Et je crois que maintenant les choses sont calibrées pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière, pour qu'il n'y ait plus de retcon, et que maintenant il n'y a plus que des histoires à raconter. Et j'ai très hâte de voir la suite. Voilà. Et ben écoutez, je vois qu'on est à 46 minutes de rush, avec je pense autant de temps au montage, puisque je crois que j'ai pas grand chose à couper. Ce fut une longue review, évidemment. Voilà. J'ai très hâte de voir la suite. Donc la semaine prochaine, c'est la sortie du TZID sur Danzo de Ressuscité, et ça va avec Andrew en Egadia, donc je suis plutôt content de pouvoir enchaîner ça. Voilà, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir écouté encore dans cette longue édition de ce TZID. Merci toujours de me suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis sur Andrew en Egadia, votre avis sur cette vidéo, et même sur la chaîne en général, toujours pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ou à dislike si ça vous a pas plu, et puis à vous abonner si vous voulez pas manquer les autres vidéos. Merci à ceux qui me suivent, voilà, que ce soit ponctuellement ou à chaque fois. Il y a toujours un ou deux commentaires qui me font toujours très plaisir. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ces idées. C'était l'Omniscient, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!